Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast de Productive You. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast, et je reçois cette semaine Jean Pagès. Bonjour Jean. Bonjour Priscille. Alors Jean, nous nous sommes rencontrés entre guillemets virtuellement il y a quelques semaines. J'étais en train de lire ce magnifique livre sur l'Appreciative Inquiry et il se trouve que Jean Pagès a fait la préface de ce livre. Et je l'ai contacté via LinkedIn, comme je le fais souvent et je vous le dis à chaque fois. Et voilà, on est rentré en contact et voici une interview. Donc, on va parler de ce sujet, l'appreciative inquiry. Alors, Jean, je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus en détail juste après. Donc, vous avez fait des hautes études de sciences sociales dans la recherche, de ce que je vois, un diplôme en psychologie et en lettres. Vous avez effectivement des certificats ou des certifications, je ne sais pas comment on dit, en Appreciative Inquiry. Vous êtes coach aussi, conférencier, superviseur, auteur. Alors là, la liste des livres est longue, hein. Agir en coach, les bonnes pratiques d'un coaching professionnel, l'Appreciative Inquiry, une révolution positive, plusieurs livres donc sur l'Appreciative Inquiry. Alors Jean, qu'est-ce que c'est que cette Appreciative Inquiry? Oui, c'est une expression qu'on n'a pas traduite pour être en cohérence avec les gens de différents pays d'Europe, des États-Unis, qui utilisent Appreciative Inquiry, AI. En fait, Inquiry, c'est l'exploration, hein. On Mhm. voit bien le mot enquête, mais le mot enquête est connoté un peu négativement, peut-être, en sciences sociales. En tout cas, ou fait un peu policier. On pourrait dire investigation aussi, mais c'est un peu pareil. Moi, je préfère le mot exploration, c'est-à-dire, au fond, exercer une curiosité vis-à-vis de son environnement, vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des groupes humains et apprécier également. Donc on voit bien ce qui est apprécié, c'est ce qui a de la valeur, il y a le prix dans à apprécier. Donc c'est chercher la valeur des choses. Donc appreciative inquiry, ça veut dire explorer en gros les forces de vie, exercer notre curiosité pour trouver les forces de vie chez quelqu'un ou dans un système. Ce qui est une approche qui se distingue de d'autres, qui sont par exemple celles où on va essayer d'identifier les problèmes à résoudre dans une organisation, en pensant que si on résout les problèmes, bah, ça ira bien. En fait, on n'est pas absolument certain que résoudre les problèmes fasse que l'organisation aille bien. On va éventuellement résoudre le problème au mieux et souvent on en crée bien d'autres. Donc là, c'est une approche qui se différencie sans renier aussi, la valeur de l'approche par résolution de problèmes, bien sûr, mais qui propose, d'aller chercher systématiquement quelles sont les forces de vie dans ces groupes humains par, une exploration très participative. Donc c'est ça le sel de cette approche-là, c'est inverser l'habitude qu'on a, qui est de se focaliser sur tout ce qui ne va pas et plutôt d'aller chercher avec beaucoup de curiosité ce qui fait que ça va bien. C'est vrai qu'alors moi j'ai découvert cette technique entre guillemets, alors je ne sais pas si on appelle ça une technique ou une philosophie, il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus, je faisais partie d'un petit groupe, on testait une formation pour un coach justement de notre promotion et il a commencé en forme de petit icebreaker en début de nous dire: «Voilà, on va faire une question sur, mode appreciative inquiry», donc là j'ai été découvert, grands yeux. Et puis j'en ai entendu parler donc aussi, cette année, enfin l'an dernier en tout cas dans le séminaire, de septembre-octobre de ICF, où il y avait aussi des personnes qui parlaient de comment ils utilisaient l'appreciative inquiry, ce qui m'a donné envie en tout cas d'en apprendre un peu plus. Ça vient d'où cette technique? Elle est, Alors, vous avez un en fait, petit mini c'était historique? Oui, c'est intéressant que vous évoquiez l'ICF, c'est vrai que MCC ou la SF Coach aussi, connaissent bien maintenant. Beaucoup de coachs, consultants se sont formés, hein, Mmh. à la démarche et en France, il y a vraiment de plus en plus de personnes qui ont envie d'inverser, les habitudes et donc qui sortent du mode résolution de problèmes pour aller vers la démarche appréciative. À titre, indicatif, par exemple, dans mon institut, l'Institut français d'Appreciative Inquiry, on a formé plus de 1000 personnes, françaises, belges, suisses, marocaines et cetera. Donc alors pour parler de l'origine, en fait, l'origine, se trouve à Cleveland, à la Case Western Reserve University de Cleveland, qui est vraiment le berceau de l'AI.
Ça a commencé à la fin des années 80 avec la thèse de David Cooperrider, qui est le créateur de cette approche, mais pas tout seul. Il était avec son professeur Suresh Srivastava, qui était son directeur de thèse, et Ron Frye, qui est toujours professeur, à l'université de Cleveland et qui était une sorte de tuteur, un jeune professeur. Alors ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que David faisait sa thèse et il a voulu, investiguer, avec d'autres d'ailleurs, ce qui se passait dans l'hôpital de Cleveland, la Cleveland Clinic, qui est une clinique très, très réputée, un hôpital très réputé. Et en fait, faisant cette investigation, il s'est aperçu que au moment quand il, recherchait, avec beaucoup de curiosité, ce qui se passait et ce qui faisait que cet, hôpital fonctionnait bien, eh bien, il obtenait des récits, sur comment ça s'était passé, comment on était bon quand on était bon. Et ces récits-là étaient des récits, qui étaient enthousiasmants, pour les gens. Les gens racontant leurs histoires de succès revivaient, ces succès et revivant ces succès, évidemment, ils développaient des émotions agréables et il s'est aperçu que quand il développait ces émotions agréables, en fait, il se il ne se satisfaisait pas simplement du succès passé, ils n'étaient pas dans une autosatisfaction, mais au contraire, ils avaient envie de plus. Et c'est ça qui est très étonnant dans l'approche, c'est que ça vient inverser complètement, la vision du changement. Parce que pour beaucoup, et c'est bien sûr juste en partie, le changement vient des difficultés qu'on veut surmonter. Et donc là, on trouve l'énergie du changement, finalement, dans la tension interne, dans la difficulté, voire même dans la souffrance. Or là, l'énergie du changement venait au contraire, de la joie, de la satisfaction, de retrouver, des émotions, enfin des expériences agréables. Et ces émotions agréables ont été, comment dire? Ont stimulé, il s'en est aperçu, ont stimulé la créativité des gens et leur envie de plus encore. Ouais. Mais, alors, il y a pas mal de récits en plus, hein, dans le livre, que je mentionnais au début, qui Oui, expliquent effectivement les gens, ils se retrouvent un peu emballés et on le sait nous-mêmes. Enfin, je veux dire quand on nous fait, parler de quelque chose, qui nous a plu, d'une expérience ultra positive, on est, en général ça se voit, hein, on parle avec le oui, corps, on a les yeux qui pétillent, on a envie oui, d'avancer, on n'a pas envie de rester là, on ferait bien plus, on a envie de c'est ça. continuer et c'est ce qu'on ressent vraiment dans les récits, qui sont dans ce livre et je pense que vous avez peut-être d'autres à partager et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme démarche parce qu'en plus, vous parlez tout à l'heure du changement. Souvent, le changement, enfin, en tout cas, quand on commence les cours sur le technique de changement, on nous apprend que le changement est souvent perçu comme une perte, que les Mmh. gens considèrent que, enfin beaucoup en tout cas, que quand on va changer, on va perdre quelque chose. Et là, on n'a pas du tout cette impression. Au contraire, on a l'impression que les gens sont tellement dans une dynamique positive qu'ils veulent plutôt ajouter de la valeur à ce qu'ils font, ajouter à leur travail, ajouter à leur organisation et tout ça en plus dans la joie et la bonne humeur en plus. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça vient un peu, comment dire? Remettre en question, les idées habituelles, en particulier le fait qu'on pose la résistance au changement comme une donnée. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement sans résistance. On peut, investiguer cette idée-là. Par exemple, pourquoi est-ce que les gens ne voudraient pas changer alors qu'ils changent tout le temps? Dans les organisations, ça change tout le temps et les gens ne sont pas toujours en train de résister à tous ces changements-là. Mais au-delà de ça, la résistance au changement, elle vient surtout, le plus souvent, je trouve, du fait que les gens résistent à des changements qui leur sont imposés et qui ne sont pas désirables. Un changement, qu'on nous impose et qu'on ne désire pas, suscite une résistance. Mais cette résistance, moi, je la trouve plus que légitime. Elle est protectrice et souvent on considère sans aucun recul critique que la résistance au changement, de toute façon, ça existe. Or, ce qu'on observe, nous, c'est que, dans nos interventions et comme c'est effectivement rapporté dans ce livre qui date de 2005, hein, donc il y a eu beaucoup d'expériences auparavant. Moi, je le constate dans mes accompagnements aussi. Les gens ne résistent pas au changement qu'ils ont décidé et qui leur fait du bien. Alors, bien sûr que quand on change, parfois, on perd des choses.
Mais si ce que on sait qu'on va trouver est infiniment plus désirable, le changement se fait plus facilement. Je ne veux pas être caricatural, en disant que c'est extrêmement simple de faire changer, les gens, mais on peut au moins quand même, être un peu critique vis-à-vis des idées reçues. Et cette idée de résistance au changement, c'est une idée reçue telle quelle. On peut susciter des changements à partir des forces de vie. Et plus les gens sont en énergie, et plus ils sont en sécurité, et plus ils ont envie de changer. On ne va pas changer si on se sent insécure tout le temps. Or, précisément, c'est comme ça qu'on faisait avant. Donc sécuriser, reconnaître et puis, évoquer, des choses, qui font du bien, ça met en énergie pour changer. Donc quand on rentre dans un process comme ça, lorsque vous accompagnez vos clients, il y a une petite démarche, j'imagine, une sorte de petit process qui est appliqué. Vous pouvez nous le décrire? Oui, alors le process, dans l'accompagnement, avec l'AI, je dis Appreciative Inquiry, AI, hein, j'abrège. Est un process qui a été mis au point donc, par David Cooperrider et ses collègues et qui passe par plusieurs étapes, en fait. Il y a, brièvement, il y a une première étape qui consiste à savoir de quoi on va parler, quel est le sujet qu'on traite et évidemment, c'est important qu'on traite le bon sujet dans une organisation et pour qu'un sujet soit intéressant, il faut qu'il apporte vraiment quelque chose à l'organisation, qu'il soit attractif, donc qui donne vraiment envie aux gens de s'y intéresser. Par exemple, résoudre le conflit, entre 2 services, ce qui est assez fréquent dans les organisations, comme vous savez bien. Est-ce que c'est, excitant? Est-ce que ça donne envie? Hem, que se représentent les gens? On va parler des difficultés qu'on a, les uns les autres, on va essayer peut-être de se comprendre, mais on va passer beaucoup de temps à analyser les difficultés pour se dire: «Eh bien, essayons de trouver un moyen terme, un compromis». Oui, ça fait pas très envie ça, hein. Par On contre, a si l'impression qu'on est en train plutôt de tartouiller dans les problèmes, quoi, hein. voilà, on rame, on farfouille dans les problèmes et finalement, notre intelligence, est concentrée sur le problème, mais donc elle est considérablement étrécie, en fait. Mmh mh. Si par exemple, en sens inverse, on s'intéresse à ce que va apporter la résolution du conflit entre les 2 services. Par exemple, moi je me rappelle, c'est un exemple que j'aime bien prendre, une maison d'enfants à caractère social, donc avec 2 services, éducatifs, en compétition et en conflit. Conflit entre les éducateurs en chef, conflit entre les psychologues du service, conflit entre les éducateurs. Voilà, alors, résoudre le conflit, ça mène à quoi? Si on est sur la résolution de conflit elle-même, personne n'a envie d'y aller. J'ai bien vu en discutant avec le directeur, en discutant avec les gens. Par contre, si on cherche, l'intérêt de résoudre le conflit, ça change tout. Par exemple, ils me répondent sur cette question-là. Eh bien, on veut être un établissement de référence pour l'accueil des enfants en souffrance dans notre département. On veut, en étant un établissement de référence, obtenir encore davantage de financement et de moyens pour faire notre métier le mieux possible. Ça devient plus intéressant, n'est-ce pas? On Tape est un peu plus dans la vision, de l'entreprise. et ben voilà, c'est-à-dire que la première étape, ça consiste déjà à essayer de savoir qu'est-ce qui est désirable, positif, attractif pour l'organisation. C'est une étape qu'on appelle définition, nous, en France, define en anglais. Ensuite, l'étape suivante consiste, si on est un peu méthodologique là temporairement, donc consiste à découvrir, quelles sont les forces dans l'organisation qui concourent à ce que l'on veut. Par exemple, là, il y a un engagement des éducateurs qui aiment les enfants, qui aiment leur métier, qui ont envie que leurs enfants, les petits soient contents quand ils arrivent, se sentent en sécurité. Il y a une force, il y a un engagement, il y a une conviction. Donc quelles sont les forces? Et ça, c'est une étape de découverte, discovery en anglais, où on va demander aux personnes ce qu'elles font déjà dans le sens de ce que l'on veut et quels sont les points d'appui qu'elles peuvent avoir. Et ça se fait de façon, interne. C'est pas les consultants, les facilitateurs appréciatifs qui vont faire ça. Ils vont pardon, ils vont organiser des entretiens sur la base d'un petit guide qui aura été préparé avec des personnes de l'organisation et qui vont et les personnes de l'organisation, en duo, vont se poser les questions et faire une investigation interne.
elles vont explorer ce qui se passe chez leurs collègues. Et là, on crée quelque chose qui est comment dire? De l'écoute mutuelle, de l'intérêt mutuel. Après, on rassemble tout ça, il y a différentes façons de faire, je ne vais pas entrer dans le détail. C'est cette étape de découverte où on va chercher le socle, finalement, de force, le socle positif de l'organisation. L'étape d'après, une fois qu'on a ça, on sait quels sont les points d'appui, on sait quelles sont les forces, on sait sur quoi on peut s'appuyer donc pour imaginer l'avenir. Et là, on va entrer dans une phase qu'on appelle dream en anglais, que j'ai traduite par devenir, qu'on pourrait traduire par désir aussi. On va voir ce que l'organisation désire en prenant appui sur ses forces pour aller plus loin et construire son avenir. C'est la troisième étape. Il y a une quatrième étape qui est une étape de design où, en fonction du rêve qu'on a fait, on va essayer d'organiser le changement de façon plus concrète, voir quels sont les grands chantiers qu'on veut mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on veut, quelles grandes actions on veut conduire. On commence à les concevoir, à les designer en fait. Et la dernière étape, l'étape des déploiements, on va imaginer comment concrètement on va mettre ces actions, avec qui. Donc en général, ce sont les personnes qui ont les idées, une idée d'action qui vont être les porteuses d'action. Ce sera les meilleurs pour ça et pas forcément les structures de l'organisation en place. Si par exemple, c'est les systèmes d'information qu'on veut faire évoluer, ce ne sera pas forcément la DSI qui va s'en occuper. Par contre, les personnes qui sont porteuses de ces innovations-là vont pouvoir s'appuyer sur leur DSI. Et donc là, c'est une étape de déploiement qui ouvre et qui a souvent un impact en termes de transformation de la culture, parce que les gens s'approprient très très rapidement cette façon de faire. Oui, puis en plus, si c'est eux qui ont eu l'idée, comme vous le dites, on a un intérêt double à ce que ça fonctionne et on est vraiment très, très motivés et on va aller rechercher des ressources, internes ou externes, peut-être beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus d'enthousiasme. Donc ça va être Exactement, tout à fait positif. tout à Très fait. intéressant. Et alors en termes de coaching, puisque vous avez écrit un livre aussi qui est, basé sur l'utilisation, de l'appreciative inquiry dans le coaching, comment on fait? Comment on fonctionne Oui. avec nos clients? Alors le livre s'appelle Coacher avec l'appreciative inquiry. Vous pouvez nous le Le montrer si vous l'avez à proximité, Ouais, comme ça on va le d'accord, ouais, je laisse près de moi. Voilà OK, celui-ci. parfait, Et une merci. couverture que j'aime bien, il est la gaieté Il est de très sa gai, oui, exactement. et en fait, ce livre, en fait, c'est une espèce de petit manuel d'appreciative inquiry pour les organisations. Donc, c'est pas seulement sur le coaching Mmh individuel. mh. En fait, il était même très peu sur le coaching individuel. J'ai rajouté dans la dernière édition qui date de juin dernier, un chapitre sur le coaching individuel. J'ai adapté, le processus qui est conçu pour les organisations au coaching individuel et d'autres collègues aussi dans le monde, hein, ont fait ça. Mmh mh. Mmh. Pas forcément de la même façon d'ailleurs et j'en rends compte là parce qu'il y a plusieurs processus, chacun ayant sa créativité propre. Donc en fait, quand on parle de coaching là, c'est coaching des organisations en fait, hein. Au départ donc là, bah, c'est une équipe, c'est un groupe, une organisation entière qu'on accompagne avec le processus que je viens de décrire et pour les personnes, c'est aussi, intéressant de réfléchir à, un peu différemment de certains processus de coaching. Par exemple, de ne pas partir forcément du problème, même si on accueille le problème de la personne. C'est Parce vrai que qu'en souvent coaching, souvent, au lieu de vouloir résoudre un problème, on dit plutôt au client, enfin, on est censé en tout cas, dire plutôt: ouais, «Qu'est-ce que tu veux?» C'est quoi, le truc exactement. de façon positive et pas: «J'ai pas envie de», mais Et tout à fait, c'est exactement ça. Alors c'est vrai aussi que les gens viennent souvent avec une difficulté. C'est souvent pour ça qu'un coaching, on parle de coaching de développement, ce ne sont plus des coachings comme avant où on vient, corriger des défauts. Ça, les choses ont bien évolué, ces 15 dernières années. Et donc les gens viennent quand même avec souvent des difficultés. Donc, de mon point de vue, il s'agit aussi de les accueillir et de pas entrer d'emblée dans, une espèce d'approche positive qui nierait ces difficultés, mais plutôt de prendre la difficulté et de la retourner. Hem, Si j'ai une frustration, par exemple, parce que je ne peux pas m'exprimer, comme je voudrais, alors que j'ai de bonnes idées dans une réunion, que je suis directeur industriel dans une grande entreprise, je parle d'un cas concret que j'ai bien connu.
Et évidemment, j'ai cette frustration et je peux, en tant que praticien, m'intéresser à tout ce qui fait que j'arrive pas à m'exprimer. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est de retourner ça, c'est-à-dire d'abord il y a frustration, s'il y a frustration, il y a désir. Donc quel est le désir que cache cette frustration, qu'exprime cette frustration? Évidemment, cette personne-là, elle a envie d'exprimer des idées fortes qui lui tiennent à cœur et qui sont positives pour son entreprise, mais qu'elle n'arrive pas forcément à bien faire passer. Donc là, on a ce retournement, je dirais, de la frustration et de la difficulté en désir qui est le premier point important. Effectivement, du coup, on va chercher, bah, ce que veut vraiment la personne et moi je préfère à ce moment-là parler d'aspiration que d'objectif. L'objectif étant quelque chose d'un peu limitant, enserrant, alors que l'aspiration peut inclure plusieurs objectifs qui vont se préciser au fil de l'accompagnement. Donc une prem l'adaptation du processus là, c'est de trouver quelles sont les aspirations et la personne qui est directeur industriel là dont je parle, bien sûr, elle a cette aspiration de bien partager ses idées pour que son entreprise avance dans un sens qu'elle trouve juste. Mais elle a aussi une autre aspiration plus profonde, qui est personnelle, qui est essayer d'être mieux en relation avec les autres. Essayer de mieux interagir, et être en résonance avec les autres personnes et en fait, elle est sur une question de développement qui la concerne. Donc, oui, l'idée, n'est pas simplement d'être instrumental là, mais pour moi en tout cas, dans mes accompagnements, d'aller chercher ce que la personne est en train de se donner dans cette phase de vie. Ouais. Quelle évolution elle se propose sans trop forcément le savoir évidemment Oui, parce et que c'est souvent des questions où, quand on va chercher ce positif ou là où on veut aller, mmh, on sent que ça coince quoi, hein, on est plus dans: «Je sais ce que je veux pas, mmh, mais qu'est-ce que je veux vraiment, qui soit voilà. positif?» C'est pas forcément facile et c'est ouais, on a enfin moi j'ai remarqué que quand je posais une question de ce genre-là, j'avais souvent un grand blanc. Alors Oui. attends, non, mais je me suis jamais posé la question, oui, mais c'est ça, hein, parce qu'effectivement, on est vraiment tourné en général résolution de problème On plus que, sait ce qu'on veut pas. je vais chercher le positif, quoi. Et oui, et c'est bien pour ça que les gens viennent nous voir au fond, nous, coachs. Ils viennent aussi pour, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est ce que disait le philosophe Michel Serres qui à un moment donné parlait du coaching, quelques années avant sa mort et qui avait compris en fait, que l'intérêt du coaching, c'était de découvrir ce qu'on veut vraiment. Et et pour découvrir ce qu'on veut vraiment, il suffit pas de rester sur les opérations professionnelles qui sont en cours. Souvent, les personnes cherchent quelque chose qui est beaucoup plus existentiel, en fait. Et dans le chapitre que j'écris dans mon livre là, j'essaie de, comment dire? De montrer la dimension existentielle de ce coaching et comment le processus appréciatif qui va chercher dans l'histoire de la personne, ou dans son présent, les forces qu'elle met en œuvre, y compris dans les moments difficiles. Par exemple, je connais une jeune femme qui a été empêchée vraiment d'étudier par un père, qui pensait que seuls les garçons devaient étudier dans cette famille. Oui, c'est une culture, qui était de cette nature et cette jeune femme, elle a quand même réussi à étudier, en s'opposant à un père très puissant, et en bravant, finalement ses interdits et en risquant de ne plus être aimée, de ne plus voilà, de plus être appréciée. Et en fait et c'est dur pour elle d'évoquer ça. Elle l'évoque dans la difficulté et je vois bien, elle a les larmes aux yeux quand elle en parle. Mais en fait, qu'est-ce qu'on découvre quand on parle de ça? On découvre son courage extraordinaire. Une jeune fille qui s'oppose à une culture entière et à un père puissant, elle fait preuve d'un courage fantastique. Et que fait ma cliente à ce moment-là? Elle a la douleur de tout le coût que ça a été pour elle. Mais en même temps, elle prend contact avec cette force qui est le courage dont elle a fait preuve. Et ressentant ce courage-là, elle le développe encore. Et sur ces événements de vie qu'elle me raconte comme ça, eh bien, à plusieurs reprises, on trouve finalement derrière ce qui s'est passé, même des choses difficiles, une force qu'on peut activer maintenant. Et c'est ça l'approche appréciative, en fait. C'est aussi trouver dans les moments difficiles, les forces qui ont permis à la personne
de surmonter, ces difficultés-là. Et Oui. là, on va trouver, voilà, c'est Et puis une c'est après une magnifique façon découverte. aussi de faire surmonter, d'autres difficultés à ses clients, en leur disant: Exact. «Voilà, réutilise la force que tu as utilisée à ce moment-là et essaye de la transposer, dans une autre situation». Parce que la Tout à force est fait. là et il faut l'identifier et savoir repuiser dedans, quoi, en quelque sorte. Oui, tout à fait. C'est vraiment important que les gens quand les gens savent qu'ils ont, je dirais, ce réservoir-là de cette puissance personnelle, ça change tout. Mmh. Pardon. Et souvent, vous l'avez constaté certainement aussi dans vos accompagnements, les gens n'ont pas une conscience claire de leur puissance personnelle. Parce qu'il y a des choses qu'ils font, les personnes font des choses parfois remarquables, mais c'est d'une évidence pour elles. Parce qu'elles le font, depuis leur force personnelle, depuis tout le temps. Donc elles ne le valorisent pas, elles ne le considèrent pas. Elles vont plutôt considérer, quand elles ont réussi à faire quelque chose, d'un peu difficile et qui leur a demandé un effort. Elles vont oublier complètement de considérer ce qui a de la valeur parce que c'est comme ça et ça n'est et mettre ça en lumière, en fait, ça permet aux personnes de se rendre compte de leur puissance personnelle et dans les accompagnements, souvent, on a besoin de ça parce que on voit bien que les gens ont besoin de reprendre confiance, en fait, de se reconsolider et évidemment, la démarche appréciative, quand on va à la découverte de ces forces-là chez les individus, eh bien, donne une espèce de, comment dire, de rappel de cette puissance qui va, comme vous disiez, redevenir disponible et être activable dans différentes situations. Je trouve que c'est d'autant important dans les circonstances dans lesquelles on vit en ce moment. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde change, ça change tout le temps. Mais ces dernières années, on a une énorme couche d'incertitude, je dirais, qui est peut-être encore plus importante qu'avant. Oui, Et savoir où sont ces piliers personnels sur lesquels on peut s'appuyer c'est important pour garder l'équilibre entre guillemets, pas être complètement l'esprit retourné par tout ce qui nous arrive et en se disant je fais comment, où je vais et ça apporte un peu de solidité, je dirais, dans dans la tourmente. oui, tout à fait et c'est vrai aussi, c'est vrai tout à fait, il y a, ce monde complexe, incertain, enfin, vous connaissez, tout le monde connaît l'acronyme VUCA maintenant qui est qui est très répandu. Mais c'est vrai aussi, c'est un monde d'accélération. C'est un monde, comme dit, Zygmunt Bauman, c'est une vie liquide. Tout passe comme ça et c'est cette société, de consommation, cette société liquide, fait que les gens perdent, des repères. Il y a moins de repères collectifs, il y a moins il y a moins de croyances, auxquelles se référer. Il y a moins d'idéologies qui sont porteuses, d'espoir en ce moment et je suis pas en train de dire qu'il faut tout ramener à l'individu et à la puissance personnelle et à l'évocation de ce que l'on est, mais déjà prendre appui, enfin, se rendre compte de ces forces-là et qu'on a une capacité d'action et puis aussi se rendre compte avec la démarche appréciative qu'on a une capacité d'action collective. Si on engage des dialogues appréciatifs et c'est surtout vrai dans les organisations, économiques, c'est un peu vrai dans certaines administrations maintenant et dans certaines collectivités locales. Moi, j'aimerais que ce soit vrai maintenant dans le monde politique, évidemment, parce que c'est là que, se passent de nombreux changements. Mais dans la société civile, de plus en plus, moi, je crois que le rayonnement d'approches comme, la Prochine Inquiry, mais il y en a d'autres aussi, le rayonnement d'approches comme ça peut contribuer à transformer la société, depuis la population, depuis les entreprises qui sont porteuses de services à la population, mais aussi depuis les groupes humains qui peuvent être associatifs ou les collectivités territoriales. Moi, il me semble, hein, que, on a là, comment dire? Une capacité à conduire le changement, des changements positifs et désirables pour tout le monde. Oui, et d'ailleurs, en creusant un peu plus sur l'appreciative inquiry, j'ai vu quelques liens, enfin, en tout cas, j'ai fait quelques liens avec la théorie U d'Otto Scharmer, Tout à et fait. notamment sur la partie du rêve Mmh. et puisque dans la théorie U, on est, voilà, à essayer de ressentir le futur qui a envie d'émerger.
avec Voilà. une action comme quoi le futur, hein, revient un peu en arrière pour nous faire dire: «Voilà, c'est par là qu'il faut que tu ailles» et j'ai ressenti quelques, voilà, quelques liens, franchement dans la démarche, des Tout à fait. similitudes importantes et cette, technique, théorie U effectivement est utilisée déjà par certains gouvernements. J'ai vu notamment en Écosse et puis, sur les hémisphères sud et effectivement, on a besoin de ce type de démarche pour aller Oui, au-delà, oui, oui. de ce qu'on voit, des techniques un peu, C'est vrai qu'il y a des utilisant et liens. régulières, mais qui arrivent à des limites, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est intéressant que vous évoquiez la théorie U. La théorie U, il y a beaucoup de liens effectivement. J'étais en contact avec les personnes qui ont un peu fait connaître la théorie U en France très tôt et on a tissé des liens. Le lien aller chercher les ressources, c'est très important dans la théorie U aussi et effectivement imaginer et ressentir l'avenir et puis le structurer. Et mais il y a aussi des liens, possibles avec d'autres approches, comme par exemple, les approches dites d'intelligence collective, les forums ouverts, où on fait Vraiment. dialoguer les gens, d'une façon, extrêmement constructive, ou même d'autres approches qui sont plus travaillant sur le conflit, mais dans une perspective d'acceptation de la valeur du conflit, comme le process work. Il y a différentes approches qui prennent, par un angle différent, la réalité, mais qui, d'une certaine façon, contribuent à je pense, à une construction, positive. On est un petit peu loin du coaching individuel, mais Oui, 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 c'est c'est clair. Non, non, mais on n'est pas là que mais pour faire que du en coaching individuel. non et puis, c'est intéressant aussi de travailler sur enfin des ce qu'on je trouve cette conversation me fait penser que c'est important de rappeler la force du collectif. Il y a beaucoup de théories en ce moment ou d'approches, type développement personnel, qui disent que le changement commence en soi, et cetera. C'est pas complètement faux, bien sûr et c'est super important, nous, on le sait bien en tant que coach, de faire un travail personnel, de compréhension, de connaissance de soi et d'évolution intérieure, pour contribuer à l'évolution des collectifs. Mais le matraquage un peu excessif, à mon avis, sur ce sujet-là, vient réduire la force du collectif. Et pour moi, il y a des collectifs qui peuvent fonctionner avec des gens, bah, qui font ce qu'ils peuvent. Ils ont peut-être pas fait un travail de développement qu'on pourrait juger, extraordinaire, mais ils contribuent positivement à un collectif. Et à trop insister sur l'individuel comme ça, et bien, finalement, on oublie que les collectifs peuvent être puissants, peuvent construire ensemble et c'est justement les approches appréciatives ou d'intelligence collective qui permettent ça, sans exclure l'autre dimension. On ne changera pas le monde tout seul dans notre petit coin. Mais Non, voilà. c'est extrêmement intéressant. On a largement dépassé notre Ah pardon. timing, mais on pourrait parler des heures. Alors, 3 questions pour, clore cet entretien. Le premier, c'est, un livre ou des livres que vous avez appréciés ou vous appréciez ou le livre du moment, comme vous voulez. Alors peut-être, il y a un livre qui pour moi était, une ouverture, c'était un petit livre d'André Comte-Sponville qui s'appelle «De l'autre côté du désespoir». C'est un livre qui a quelques années déjà, aux éditions Acarias l'Originel et c'est un livre, qui parle du philosophe, du sage indien Swamiji Prajnapada. Et de son approche, qui est une approche, que je trouve, extrêmement utile pour, accepter le réel tel qu'il est. Et Ah, après donc, ça ouvre à cette lecture ouvre à plein d'autres livres sur Prajnampad que je trouve passionnants. Puis un autre livre qui m'a marqué pour la dernière édition de mon livre sur, l'Appreciative Inquiry, c'est un livre du philosophe François Julien, qui s'appelle, Des coïncidences. Et d'ailleurs il a écrit ensuite après une politique de la décoïncidence et c'est ce concept de décoïncidence que j'ai trouvé très intéressant et qui moi m'a beaucoup inspiré. Donc voilà 2 livres, bon, peut-être bah, 3. écoutez, à rajouter dans la pile à lire, Ouais. qui est très, très haute. Alors, à présent, un petit mantra, une citation, un proverbe que vous appréciez.
Oui, alors j'ai Mentionné. beaucoup de mal avec cette question parce que je trouve que chaque fois qu'on dit quelque chose, un proverbe ou un mantra, on pourrait dire l'inverse, avec autant de avec autant de certitude. Donc mais il y a une chose que j'ai trouvé rigolote, c'est Ron Fry, donc un des créateurs de la démarche appréciative, qui a rapporté ça dans un séminaire. En fait, son ami Frank Barrett, qui est aussi un des pionniers de la Positive Inquiry, est aussi joueur de jazz. Et Frank Barrett racontait à Ron Fry qu'un jour il s'est trompé dans une phrase musicale. Enfin, et en fait, cette erreur, rebondissant sur cette erreur, il a produit quelque chose d'intéressant. Et la phrase, et c'est en anglais, c'est «Say yes to the mess». Dites oui à l'erreur, dites oui Ouais. au plantage. Mais Je c'est trouve pas ça mal, hein, parce que combien on a d'exemples, de choses qui ont complètement foiré et qui ont fait des innovations fantastiques? On en voilà. a, tout le temps autour de nous, hein. Alors j'aime bien cette petite phrase, je Ouais. trouve qu'elle sonne mieux en anglais qu'en français. Ah, c'est «Say clair, yes to oui, the ça y est, c'est mess». la messe, oui, c'est clair. Mais je te trouve drôle, voilà, donc Merci de ce partage et la dernière question est un petit truc d'efficacité que vous utilisez, au quotidien qui vous, simplifie la vie. oui, et beh, il y a un petit truc moi que j'utilise, au quotidien, c'est que quand, je me sens, pas à l'aise ou débordé par une émotion ou risque d'être débordé, c'est de souffler en fait, tout simplement. C'est-à-dire de souffler, d'expirer, bien, souffler comme dans une espèce de petit tunnel pour que tout ce qui m'embête sorte par là et puis ça me permet de me recentrer et puis d'être disponible pour l'échange. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de cet échange, hein. Où vous retrouve-t-on sur, les réseaux, sites web, si on veut prendre Hem contact avec vous? En fait, plutôt par le site de mon institut, puis donc IFAI, et puis donc ça, c'est pas très compliqué. Si on tape IFAI ou Institut français de la Positive Inquiry, on trouve ça, et puis sur LinkedIn aussi. Sinon je suis pas très, très, présent Très sur bien, les bah, je autres mettrai tout ça réseaux. de toute façon dans l'article qui accompagnera cette interview. Merci mille fois Jean, encore une fois d'avoir accepté mon invitation et pour cet échange, extrêmement instructif. Merci. Heu, En tout cas, je vous souhaite bonne continuation. On parlera de votre livre, je mettrai un petit article pour mettre le lien, pour le retrouver aussi et pour pouvoir l'acquérir. Merci mille fois, merci à vous tous qui nous avez, suivis aujourd'hui et à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.